Mesdames, Messieurs, en cette journée dédiée à la liberté d'expression, je ne pourrai m'empêcher d'en faire largement usage. Certains me connaissent. En outre, ceci est mon dernier discours de rentrée académique, comme je l'ai dit, le 9e. Comme les précédents ont porté des titres infinitifs et parfois un tant soit peu impératifs, ouvrir les yeux, se définir, devenir mobile de corps et d'esprit, se libérer des contraintes, partir, faire le point, prendre le tournant, prévenir plutôt que guérir, je ne faillirai pas à cette tradition auto-imposée et j'intitulerai celui-ci « Transgresser les tabous ». Et il n'en manque pas dans notre société qui se gausse volontiers de ceux des autres. Rassurez-vous, je ne vais pas les passer tous en vue. Je me contenterai d'évoquer ceux qui paralysent nos actions en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur, ou qui, tout au moins, les ralentissent significativement. Je sais que je vais choquer certains d'entre vous, mais je vous demande d'écouter et de méditer ceci avec la même objectivité que celle que déclenchent chez la plupart d'entre nous les caricatures irrévérencieuses de nos honoris causa de ce jour. Un premier tabou est celui de l'accès à l'université. On en parle beaucoup ces temps-ci, et comme j'ai été maintes fois cité, souvent hors contexte ou de façon tronquée ou déséquilibrée, j'aimerais repréciser quelques notions. Il est tabou de penser que les adolescents qui entrent à l'université n'y viennent pas, le plus souvent, par vocation et avec une idée précise de ce qu'ils veulent, encore moins de ce qui les attend. On a beau tenter de leur expliquer et mettre en œuvre de coûteux, en finance et en temps, de coûteux salons, des journées portes ouvertes, des guichets d'information, des accueils durant les vacances de Pâques, des stages d'été, etc. Rien n'y fait, ou très peu. Le taux d'échec ne diminue pas à mesure que la population étudiante s'accroît. Il est tabou de penser que peut-être leur préparation dans l'enseignement secondaire est défaillante. Mais il est vrai, défaillante par rapport à quoi? Transgresser le tabou permettrait le dialogue, la compréhension mutuelle et par conséquent l'entente mutuelle sur les balises à fixer et les niveaux d'exigence à établir. Mais qu'on m'entende bien, il ne s'agit pas de définir des quantités de matière à ingurgiter, mais plutôt d'entraînement à l'effort, de respect des échéances, de capacité de travail autonome et en groupe, de se définir des objectifs et de mesurer sa progression, bref, des soft skills, comme on dit aujourd'hui, qui manquent cruellement et qu'il est fort tard pour acquérir si cela n'a été fait tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Il est tabou de penser que, faute d'être résolu en profondeur et depuis la plus tendre enfance, ce problème va prendre du temps à se résoudre et qu'en attendant, il s'impose de prendre des mesures pour empêcher l'hécatombe. J'y fais allusion depuis 2005 dans pratiquement chacun de mes discours de rentrée académique. J'ai pris comme exemple les lemmings, les caribous, les sportifs. J'ai tout fait. Ce qui est le plus parlant, ce sont les sportifs. Personne ne vous accuse d'élitisme si vous imposez des compétences à un sportif avant de le qualifier pour une épreuve déterminée. Personne n'imagine qu'on entraîne et qu'on qualifie un athlète pour la course de 110 mètres haies sur 100 mètres et 100 haies. Là, tout le monde comprend que ce n'est pas lui rendre service et qu'il va échouer sur un vrai terrain. Si vous proposez un vrai entraînement à un futur étudiant, ceux qui confondent droit aux études et droit à la réussite vous accusent aussitôt de procéder à une sélection,
un concept totalement inacceptable dans l'enseignement, mais parfaitement acceptable dans le monde sportif. On vous accuse de lui faire perdre du temps, mais combien de temps perdra-t-il en étant largué pendant au moins tout un semestre, si pas plus, à courir derrière le train, alors qu'on pourrait lui offrir une formation rebond à son niveau, à son rythme, réellement formatrice et profitable, avec un étalement, éventuellement sur 3 ans des 2 premières années, technique bien plus performante que le redoublement dont on connaît tous les travers. Voilà une prise en charge et un accompagnement poussé à l'extrême. Mais la formule est tabou. Il est tabou de parler d'une année préparatoire. Pire, propédeutique, quelle horreur. Il est tabou de parler d'examen d'entrée ou de test d'entrée, ou de test simplement informatif, c'est à la mode. Ce dernier, le test simplement informatif, ne devient acceptable que si l'on promet, dur comme fer, qu'il ne servira à rien. Mais il est vrai qu'un test, pour informatif qu'il puisse être, n'a pas de sens si tout un dispositif ne prolonge pas son effet. Alors, que ce soit une année préparatoire, telle que la prépa des Français, ou un premier semestre polyvalent, avec une orientation ou mise à niveau si nécessaire au second semestre, ou encore un encadrement plus individualisé durant toute l'année, ce qui serait la situation idéale. Bref, quelle que soit la formule, elle implique des moyens financiers et humains considérables. Il est donc indispensable de prévoir un réel support public pour accompagner ces mesures, sans quoi l'effet pourrait être encore plus désastreux qu'aujourd'hui. Quelle que soit la solution envisagée, elle aura un coût. Or, une communauté qui s'accorde à penser que son avenir et son redressement socio-économique dépendent de la qualité de la formation de sa jeunesse, accorde une absolue priorité, même en situation de difficulté économique, surtout en situation de difficulté économique, à la formation de sa jeunesse. En outre, elle ne peut à la fois exiger que l'entrée soit libre et renoncer à financer décemment les flux que ça implique. En 12 ans, le nombre d'étudiants universitaires en communauté française de Belgique a augmenté de 61 000 à 86 000, soit un accroissement de 25 000 qui équivaut donc à 41% d'augmentation. Et le financement est demeuré identique, hormis une indexation pas toujours suivie d'effet. Le financement moyen d'un étudiant universitaire est tombé de plus de 9 000 € à moins de 7 000 en euros constants sur la même période. Il est impératif qu'un refinancement soit envisagé et chacun devrait en faire un élément de pression durant la campagne des élections législatives qui s'annoncent pour 2014. Il faut que nous obtenions l'assurance de la part des candidats de la libération d'une enveloppe substantielle dans le cadre de la prochaine déclaration de politique communautaire et qu'on en fasse un argument électoral majeur. Il y va de l'avenir de notre fédération. Bien sûr, on m'opposera que la communauté française n'a pas de moyens. 2 réponses à ça. 1, j'ai parlé de priorité à revoir, donc d'une autre forme de distribution des moyens. Deuxièmement, la lutte contre le gaspillage est ouverte et c'est vital. À ce propos, un autre tabou, bien en place, celui-là depuis plus de 50 ans, l'étrange structuration de notre enseignement primaire et secondaire qui nécessite une bonne connaissance de l'échiquier politique belge des années 50. Différents réseaux se côtoient, ce qui est clairement identifié comme une source gigantesque de dépenses redondantes et inutiles. Il est donc bien évidemment tabou de se poser la question d'une meilleure utilisation des deniers publics en évitant cette dispersion entre réseaux résolument étanches
et sans flexibilité mutuelle, ni même de synergie, même si récemment quelques initiatives remarquées commencent, disette oblige, à transgresser le tabou dans les faits. L'enseignement supérieur en communauté française se subdivise en deux grands groupes, l'officiel et le libre. Dans l'officiel, l'enseignement de la communauté française géré par celle-ci et l'enseignement subventionné non confessionnel géré par les provinces ou les communes ou la COCOF. Dans le libre, l'enseignement libre subventionné non confessionnel géré par des entités de droit privé, l'enseignement libre subventionné confessionnel géré par des diocèses, les congrégations religieuses ou des entités de droit privé, et l'enseignement libre non subventionné géré par des entités de droit privé. La fragmentation peut donc se décliner en deux entre officiels et libres, c'est le plus simple, mais aussi en trois entre communautaires officiels subventionnés et libres subventionnés, ou encore en quatre entre communautaires officiels subventionnés, libres subventionnés non confessionnels et libres subventionnés confessionnels. Je m'excuse pour les étrangers qui sont dans la salle, mais c'est comme ça, cher. Et quand je vous aurais dit que le pacte scolaire d'application depuis 1959 dans le fondamental, le primaire et le secondaire n'est pas en vigueur dans le supérieur, vous aurez saisi toute la complexité du système éducatif belge francophone. Dans un billet récent à la RTBF, le sénateur Pierre Galland disait ceci. Le système scolaire actuel, éclaté en réseaux multiples, est quasi intégralement financé par les budgets publics. Vivre avec l'argent public suppose une vision d'ensemble partagée au niveau des objectifs, des moyens et des méthodes, des règles communes, une économie de moyens et un contrôle des résultats. Un tel projet se nourrit d'un climat de coopération et non de concurrence. Le seul projet qui corresponde à cette nécessité est celui d'un réseau d'enseignement solidaire en un seul réseau public. Doter l'école d'un statut unique la fera entrer dans une ère de saine gouvernance où chacun se verra attribuer un niveau de compétence. Aux législateurs d'arrêter les objectifs généraux, les moyens financiers, les règles de fonctionnement, les principes à respecter au nom de l'égalité. À l'équipe éducative de définir la méthode, les moyens de parvenir à ces buts en fonction du type de population, des ressources locales, de la sensibilité de l'équipe et de l'évolution des connaissances en pédagogie moderne. Arrêtons, dit-il, de jouer à Pépone et Don Camillo. Débarrassons-nous des vieux oripeaux du dualisme philosophico-religieux et joignons nos forces au service du droit à l'éducation. C'est ainsi que nous forgerons une jeunesse responsable, éveillée, solidaire, créative, autonome, apte à relever les extraordinaires défis qui se posent à nos sociétés. Cet objectif nécessite un changement complet des mentalités, montrons-en dès aujourd'hui l'exemple. Comment ne pas se rallier à cet appel et comment ne pas faire prévaloir le bon sens? Certes, les enseignements libres se disent aujourd'hui affranchis des piliers idéologiques et ils défendent, comme le rappelait Étienne Florquin la semaine dernière lors d'une autre rentrée académique de la Haute École liégeoise, catholique liégeoise, ils défendent un modèle d'organisation de la société où règne une mobilisation citoyenne solidaire, culturellement ancrée. Ils craignent une mainmise de l'État qui ferait disparaître ce bénévolat, cet état d'esprit d'appartenance et de participation active. C'est vrai, mais on ne peut appeler à l'unification, effectivement, que dans le respect des spécificités, en veillant à une bonne coordination et un meilleur usage des moyens, sans pour autant effacer les caractéristiques des uns et des autres, et dans une coexistence plus efficace et bien comprise. C'est là le défi qui nous attend de pied ferme, avec l'instauration dans l'enseignement supérieur des pôles que l'on nous annonce. Car enfin, ce qui importe, c'est surtout de nous structurer vite et bien dans ce nouveau paysage, dans le respect des uns et des autres, avec le souci de préserver la diversité et d'encourager le contrôle conscient et prospectif de notre évolution. Ceci nous mettra en position pour affronter les vrais dangers qui nous menacent par ailleurs. Citons-en 5. Premièrement, la démocratisation et la massification de l'enseignement supérieur, qui menace le modèle universitaire tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui démontre clairement son inadéquation.
nous devenons incapables d'assurer la qualité de l'enseignement dans ces conditions de surpopulation. Deux remèdes existent. Le malthusianisme avec le contrôle des entrées et la sélection ou la transformation profonde de l'approche et des moyens pédagogiques avec cette difficulté supplémentaire qui réside dans la transition à établir entre l'ancien système qui date du XIXe siècle et qui n'a que peu évolué pendant le XXe et le nouveau à créer de toutes pièces. Deuxièmement, deuxième danger, la compétition internationale avec le marché de l'étudiant, les ressources publiques en décroissance et la concurrence effrénée pour les autres sources de financement. Troisième danger, l'avènement des technologies numériques avec l'enseignement en ligne à distance, les fameux MOOCs, Massive Online Open Courses. Qui sait quel sera le paysage de nos universités dans quelques temps, quand tout le monde pourra suivre les cours de Stanford ou de Berkeley ou d'ailleurs? Sera-t-il encore nécessaire d'avoir des auditoriums comme celui-ci? Est-ce que ça aura encore un quelconque intérêt? Est-ce que les étudiants vont étudier tout seuls devant leur écran? Est-ce qu'ils vont en même temps perdre le contact entre eux, perdre le sens réel de la vie sociale, de l'interaction entre les individus? Danger. Mais également sur les campus, les technologies numériques sont en train d'entrer en action et fameusement. Et comment gérer ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire la formation mixte, à la fois en cours relationnel et sur écran? Comment est-ce que nous allons gérer ça, sachant que le langage des jeunes aujourd'hui, c'est celui-là, c'est à travers ces machines? Et donc, comment est-ce que nous allons pouvoir faire en sorte que notre enseignement puisse continuer à rester adéquat, puisse continuer à avoir du sens, et aurons-nous un jour le courage de nous rendre compte qu'il est complètement obsolète, dépassé, fini, terminé? Quatrième danger, la mobilité générale qui concerne non seulement les étudiants, mais aussi les chercheurs, les enseignants. Dans le cadre de l'émergence des pays neufs, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, le Brésil, le branding des universités internationales. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment les universités internationales, les grandes universités internationales se vendent aujourd'hui. La formation de consortiums internationaux autour d'universités phares de haute réputation et de haut ranking. Cinquième danger, les relations avec les gouvernements et avec l'industrie en raison des sollicitations de collaboration venant des industriels, mais aussi avec l'attirance de la carotte financière proposée par les gouvernements eux-mêmes et qui constitue, si on y prend garde, un danger pour l'avenir de la recherche fondamentale en raison d'une ingérence croissante dans la définition des objectifs de la recherche et une pression vers la rentabilité à court terme, comme on vient encore de le constater récemment dans le cadre des débats sur la gestion du FNRS, pourtant un fleuron universellement reconnu et un modèle international. Tous ces dangers nous guettent simultanément et attirent notre vigilance sur tous les fronts à la fois. La vision prospective des hommes en général et des universitaires en particulier doit leur permettre de présider à l'évolution de leur institution et de l'orienter dans le bon sens. Il y va de la survie des universités qui tient maintenant uniquement à leur adaptation aux circonstances, avec intelligence et vision d'avenir. L'immobilisme et la foi en nos principes traditionnels sont de mauvais guides et il est impératif pour nous de nous situer par rapport à ces défis et de choisir nos options de progrès. Sans quoi, la sélection naturelle ne manquera pas de faire sentir ses effets. Conduisons donc une évolution réfléchie et volontaire qui nous maintienne en harmonie avec notre environnement. Pierre Dac, je vois les sourires, un humoriste qui cachait bien ses qualités de philosophe à ses heures, sous des dehors très superficiels, formula un jour cette phrase digne d'être méditée et que je trouve magnifique. Il disait « Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous. »
Il indiquait par là que nous sommes seulement en route vers un idéal que nous n'atteindrons jamais, nous-mêmes, mais vers lequel nous devons tendre en permanence. Nous pouvons ainsi quelque peu orienter notre trajet vers l'homme idéal encore à venir. Je sais, Monsieur Vivier, ce n'est pas Condorcet, Pierre Dac, mais quand même, il y a de l'idée derrière. Et il en va de même pour les universités. Pour paraphraser Pierre Dac, on peut dire que, entre la tour d'ivoire, hautaine et immobile, sûre d'elle-même et de sa pérennité, et l'université idéale est parfaitement adaptée à sa mission telle que nous la rêvons, le chaînon manquant, c'est notre université d'aujourd'hui. Nous devons donc faire en sorte qu'elle évolue dans la bonne direction, concevoir un projet pour elle et le réajuster constamment. Et pour cela, nous débarrasser de certains de ces préjugés qui nous ont été transmis pour regarder l'avenir d'un œil neuf. C'est le vœu que je forme pour l'année qui commence et pour la prochaine décennie. Je vous remercie.